Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite machine assez sympathique sur le thème de Hitman. Et on va être nous aussi des tueurs à gages, mais des tueurs à gages sur des bases SQL. Donc on va mettre en pratique ce qu'on a vu dans le cours sur SQL. Je vous mettrai les liens en description du cours, histoire, parce que bon, c'est sûr que sans base sur SQL, vous allez être un peu perdu. Mais on va voir un peu. Donc première chose, on se connecte tranquillement à notre VPN et on va voir notre machine. Donc, on va commencer par un peu de reco et GameZone, c'est quand même niveau facile hein, sur Try Hack Me. C'est pour vous résumer une base, enfin un serveur Linux hébergé par un Tomcat avec un CMS qui permet de faire tourner une sorte de blog, en même temps un mini site web qui est faillible au niveau des SQLI. Donc SQL, comme on dit en anglais, c'est SQL, c'est le langage de requête structurée. On va récupérer le mot de passe de la base de données. On verra comment dropper, ce qu'on appelle dropper une base de données, c'est-à-dire récupérer toutes les informations contenues dans l'étape d'une base de données. Ça nous donnera, je pense, un accès au SSH. Et après, on va se lancer un petit lean piece pour découvrir toutes les failles sur le serveur. Et on verra comment faire du port forwarding pour, en fait, contourner le pare-feu, tout simplement, grâce au port forwarding. Donc on va mettre plusieurs techniques en place, j'ai envie de dire. Il y aura des connaissances basiques, hein, très basiques, sur le SQLI, sur les injections SQL. Donc je vous en montre tout le temps, il y en a un paquet. Je vais lancer la machine de bord. Voilà. On va se faire ça gentiment, on va déployer la machine. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs types de failles SQL. Donc on appelle des injections, attaques par injection de SQL. Donc c'est une faiblesse au niveau de la sécurité de l'application qui permet à des attaquants de contrôler ce que fait la base de données en fait au niveau d'une web application et on peut accéder aux données, les effacer, même changer le comportement en fait des données au niveau de l'application et plein de choses un peu malicieuses qui vont permettre à l'application de nous renvoyer en fait des commandes qui ne sont pas autorisées. On va pouvoir par exemple se connecter sans avoir le mot de passe et j'en passe et des meilleurs. Donc on a quatre grands types d'injections SQL. On a les génériques, vous les avez là sous les yeux. Il y en a beaucoup plus, hein. Là c'est les plus pertinentes, on va dire. On a les time-based, donc les temporels, qui sont basés naturellement sur le temps de réponse de l'application web, et à partir de là, on va pouvoir déduire s'il y a des failles time-based, temporelles. Il y a tout ce qui est générique erreur, donc là, on va créer en fait une erreur sur le serveur, et ça va nous indiquer que bah, il y a l'injection de faille SQL qui est possible, et on a fait d'authentification qui vont nous permettre de contourner tous les systèmes d'authentification. Donc très souvent, c'est une méthode POST sur un serveur web, sur une web application. Et enfin, on a tout ce qui est union, donc c'est les jointures au niveau de la base de données. On va faire des opérations mathématiques sur la base en soi et pareil, essayer de contourner les protections qui sont mises en place en faisant des jointures. Allez voir ce qui est une jointure dans une base. C'est super important. Donc le premier truc qui nous vise, c'est euh, quel est le l'avatar qui tourne sur le forum. Et ben on va aller voir et vous allez voir que bah, là on reconnaît si vous êtes amateur comme moi du jeu Hitman, vous aurez reconnu code 47. Code 47 qui est plus fréquemment appelé agent 47. Comment on peut récupérer l'info? C'est très simple. On va se faire un reverse shell. Je vais récupérer d'ailleurs pendant que ça charge un add-on. On va aller dans les add-ons, Firefox, on va chercher. Non, il n'est pas installé. On va aller dans le home.
hop, 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 extension item. Et on cherche les tiny hats qui permet de faire une recherche inversée sur une image. Je vais me l'installer. Ouais, on l'a. Parfait. Donc c'est un des sites les plus connus. Il y en a plein d'autres, hein, honnêtement. Mais pour de l'OSINT, c'est pas mal. Donc, on l'installe, on l'ajoute, OK, et on va venir récupérer notre petite adresse IP dès qu'il veut, quoi. Donc, pour une fois, je vais faire un petit Nmap original. On va voir ça. Je vais vous apprendre un petit truc. Ça peut être intéressant. Voilà, on a notre adresse IP. Je vais sur mon adresse IP. Et on accède. Pour les plus vieux, si vous êtes né avant l'année 2000, vous recommanderez Commando, qui était un excellent jeu sous Windows 95. Halo 2, Corsair, les classiques, et on a notre image, notre avatar. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être sauver le lien. Comment on marque notre petit Tiny Eyes Reversible? Tu l'as ajouté ou tu l'as pas ajouté? Il n'a pas l'air de l'avoir ajouté. Ouais, ok. Sauf qu'il n'est pas présent. J'adore. Je vais quand même l'activer. Je vais activer tous mes modules. On va venir sur bonne base. Ok. Pourquoi je vois pas le Tiny Eyes? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça commence bien. Ok. Hmm, d'accord. Je vais pas là non plus. C'est un petit peu bizarre. Mais on verra plus tard pourquoi il veut pas s'afficher. Il a décidé de m'emmerder. C'est pas grave. On va aller sur Tiny Eyes. New page. Et là, je peux uploader. J'ai téléchargé l'image, le header. Et là, on voit qu'elle a été utilisée sur plein de sites. Et via une recherche inversée, il y a 49 millions d'images. Et là, parmi celles-ci, il y a 6 pages différentes. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site de Wikipédia, on se rend compte que c'est bien la page genre, de Hitman. Voilà. Et notre ami, comment il s'appelle? Eh ben, il s'appelle Tueur à gages 47, mais surtout, il s'appelle Agent 47. Voilà, le joueur incarne Agent 47. Donc ça, un peu docile, c'est pas très compliqué. Maintenant, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, en gros, on va faire donc une faille, une injection de faille SQL. Comment ça se passe? Ça se passe très simplement. On va faire donc pour vous connecter, un exemple. Si je me connecte que là, je mets admin et je mets admin. Bon, vous voyez que ça marche pas. Il va me dire message d'erreur, je suppose. Voilà, incorrect login. Login incorrect. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement en fait? Quand je fais entrer, ça fait une requête post. Ça va aller requêter en base de données. Et la base de données, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait select. Tu me choisis wildcard, astérix, tout, from, à partir de user, les utilisateurs. Dans la table de la base de données, il y a une table utilisateur. Et
il y a une table username et il y a une table password. Donc c'est 3 clés. Ça va me dire tu reprends tout à partir des utilisateurs ou dans la table username, il y a admin et dans la table password, il y a le mot de passe qui s'appelle admin. Là, c'est ce que je viens de faire. Ça va requêter en base de données deux possibilités. Soit, eh ben, c'est bon, et dans ce cas-là, le username et le password sont corrects, ça m'authentifie. Soit, ça va requêter en base, et ça me dit quoi? Incorrect login. Ok? Voilà le fonctionnement très simple. Le problème, c'est que, eh ben, il y a il y a visiblement en fait des failles SQL au niveau du site. Donc nous, ce qu'on peut faire, eh ben là, cette fois-ci, on va faire ça. Comment ça marche? Eh ben, c'est une requête SQL, pareil que l'autre, mais elle est ce qu'on appelle mal formée. Là, ça va lui dire, bah, écoute, tu me sélectionnes tout à partir d'utilisateur où le username est admin et le password est égal à fin de la requête où 1 est égal à 1 est toujours est égal à 1, c'est vrai, et on commente. Deux tirés. Oubliez celui-là, c'est un bug. Donc qu'est-ce que ça fait? Eh ben, elle va aller requêter en base de données. Ça ne va pas prendre un champ, la admin, puisque on a fait un simple quote. Ça va passer directement à l'autre instruction. Et ça, ce qu'on appelle en SQL, c'est un statement. C'est une déclaration. Et la déclaration, c'est quoi? Mathématique, 1 est égal à 1. Eh ben oui, qu'est-ce que va faire? Il va vérifier la base de données va vérifier le username, admin, et ensuite elle va passer au second camp. Le second camp, il n'y a pas de mot de passe. Il y a juste un truc qui lui dit, écoute, 1 est égal à 1. Elle va partir du principe que 1 est toujours égal à 1 en mathématiques. Du coup, elle fait pas la vérification sur le mot de passe et elle nous connecte. Donc, comment ça marche? On va voir. Je vais essayer de faire ce qu'on a vu. Donc, je fais quoi? Je fais un simple quote, espace, or, ou, espace, 1 est égal à 1, espace, tiré, tiré. Ok? Là, ça dit quoi? Ça marche pas. Alors, on va faire encore plus fou. Je mets aucun mot de passe, mais j'essaye cette fois-ci sur ce champ. On a deux champs, on a deux clés. Ok? On a une première clé qui s'appelle, eh ben, username, une autre clé qui s'appelle password. On a un premier champ login qui nous demande une valeur de username, du nom d'utilisateur. On a un autre champ password qui nous demande quoi? Bah, un mot de passe. Là, cette fois-ci, si je fais à la main, or 1 est égal à 1 tiré tiré, qui est pas ça. Il nous fait encore un correct login. Donc là, on est un petit peu bloqué. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire carrément autre chose? Je vais essayer de faire 3 tirés. Et là, vous allez voir que ça va passer. C'est dingue. Donc, je recommence. 1 est égal à 1. Tirer, tirer, tirer. Et là, ça passe. Donc ça, c'est des techniques qu'on appelle de bypassing. C'est de l'échappement, en fait. Avec une requête SQL mal formée, la base de données va bugger et va nous permettre d'injecter une faille, d'accéder à du contenu qui n'est pas autorisé. Je ne suis pas admin, pourtant j'accède au portal.php, donc cette page au format PHP, et en théorie je n'y ai pas droit. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire des recherches visiblement sur des trucs. Est-ce que je peux taper Hitman? Ok, Hitman 2 n'a pas vraiment la structure de son prédécesseur. Ça ressemble plus à un Hitman 1.5 que une vraie sequel, enfin une vraie suite. Mais c'est pas vraiment une mauvaise chose. Donc on voit qu'on peut faire des recherches en base de données grâce au GameZone Portal. Donc ça c'est cool. Et je vois que là, j'ai un portal.php.
Donc ça veut dire que je vais pouvoir abuser de cette fonction et grosso modo, bah, c'est ce qu'on va faire. On va avoir de deux méthodes, la méthode automatisée et l'autre méthode bah, qui est à la main, parce qu'il faut avoir toujours plusieurs cordes à son arc. Donc je vais vous montrer la version automatisée, c'est ce qu'on va faire. Et donc on voit bien qu'on se log. Et où c'est que ça nous redirige? Ça nous redirige vers portal.php, une fois qu'on a fait cette injection SQL. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va se connecter à Portal et je vais faire une requête simple. Je vais lancer Burp Suite. Hop. Et on va intercepter via le proxy. Donc, je prends mon proxy, je le passe au proxy Burp Suite. Et maintenant, je vais taper Toto. Toto le hacker. Parce que Toto le hacker, c'est un des meilleurs hackers. Ok. Projet temporel, startup. Ça lance mon projet. Je vais dans proxy, je vérifie que l'interception est bonne. Et qu'est-ce que je fais? Je fais search. Et là, ça intercepte la communication. Et là, on voit que cette requête, eh ben, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la copier. Je vais m'ouvrir un petit fichier nano. Je vais, pardon, sortir de là. Sudo nano. Je vais l'appeler toto.txt. Copie. OK. Ce que j'ai intercepté. Je sauvegarde. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire ça. J'ai intercepté la communication. On voit bien que c'est sur portal.php. Eux, ils ont tapé test. Moi, j'ai tapé Toto le hacker. Mais après, en soi, c'est la même chose. Maintenant, on va utiliser SQLmap. Eux, leur fichier s'appelle request.txt. Moi, il s'appelle toto.txt. On va faire SQLmap pour appeler SQLmap. R, parce qu'on veut intercepter la requête qu'on a sauvegardée. Nous, ça sera toto.txt. Et ensuite, dbms égale MySQL. dbms, c'est SGBD en français. SGBD, système de gestion de base de données. On lui dit que là, en l'occurrence, c'est du MySQL. Et ensuite, on lui demande quoi? De faire un dump, d'extraire, d'exfiltrer toute la base de données dans son entièreté. Ok? C'est ce qu'on va faire. SQL map, pardon. On a dit R, moi c'est toto.txt. DBMS, c'est du MySQL. Et on veut quoi? On veut un dump. Hop, pardon, c'est toto.txt, pas ext, sinon ça va pas marcher. Donc, là, elle va lancer son attaque sur notre fichier et nous dire, voyez là, eh ben, on voit qu'il y a une injection possible sur search term, sur le terme de recherche. Nous, on a tapé Toto le hacker. Visiblement, on peut injecter du code. Ils nous disent, est-ce que vous voulez continuer et tester tous les tests pour MySQL? Bah oui, bien sûr, on veut avoir toutes les attaques possibles et on va le laisser tourner. Et on va voir un petit peu comment ça réagit. Ça lance l'attaque, ça teste. Vous voyez bah, des error based, des stack based, des stack queries, des attaques temporelles, des union based, des attaques basées sur les booléens. Et bien sûr, je lui demandais bah, de tout faire. Les error based, et j'en passe et des meilleurs. Tout ce que je vous ai montré avant. Et ça teste des payloads pour nous. Apparemment, il a réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Et il nous dit qu'il l'a trouvé un hash de password dans la colonne. Donc rappelez-vous, une base de données à plusieurs tables. Dans chaque table, on a des entités, on a des clés.
une table qui s'appelle user, une table qui s'appelle db, et là, visiblement, dans les colonnes, il a réussi à trouver des haches. Donc, bah, on va lui dire, vas-y. Est-ce que tu veux craquer, faire une attaque par dictionnaire? On va lui dire, vas-y, ouais. Donc, la liste du dictionnaire, là, je suis dans quoi? Je suis dans mon PWD. On va lui demander d'utiliser, vas-y, le mot de passe par défaut et on va voir. Do you want to use common password suffix? No. Et là, il est en train de craquer via son dictionnaire. On va voir s'il nous trouve quelque chose. Il trouve 5 entrées. On a Mortal Kombat. On a Hitman 2. Il a posté tout ça. Il nous a trié les données. Il trouve des entrées. Et il a trouvé, avec son dictionnaire, il l'a attaqué. Et il a trouvé le mot de passe pour l'agent 47. Donc là, on a le H chiffré d'agent 47. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Quel est le H? Bah, le H, il est là. Là, c'est le mot de passe avec la fonction de hashage. Ah oui, il y a mon burp suite qui intercepte. Ça va pas être bon. Intercept off. Ok, donc c'est bon. Et quel est bah, l'utilisateur? On l'a vu, c'est agent 47. Et quelle est l'autre table? Le nom de l'autre table? Eh ben, la table, elle s'appelle poste. Ok. Maintenant, vous allez me dire, Marco, c'est trop facile, hein. T'as un dictionnaire, t'as les SQL, t'as un script qui dit quoi, hein. Ça, tout le monde peut le faire en fait. Ouais, tout le monde peut le faire, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas faux. C'est pas faux, comme dirait l'autre. Donc, eh ben là, on va voir un petit peu comment font les hommes, les vrais. Et là, je vais essayer de vous expliquer comment vous devez apprendre à faire. Parce que je vous ai dit, si vous utilisez des programmes qui font tout le boulot pour vous, c'est bien, vous êtes bon, vous comprenez à peu près ce que vous faites, mais ça fait pas de vous un hacker. Loin de là. Ok? Maintenant, on va voir la méthode d'homme, les hommes, les vrais. Plus sérieusement, là, je vais faire une SQLi à la main. Je vais injecter manuellement des erreurs SQL qui vont nous apprendre beaucoup plus d'informations. Il y a un premier paraplème qui s'appelle order by. Pourquoi order by? Parce que j'ai vu que je pouvais aller requêter dans cette base de données sur des titres de jeux vidéo et je sais qu'il y en a forcément plusieurs. La preuve en est, j'ai vu qu'il y en a déjà minimum 4. On a Call of Duty Modern Warfare, on a Hitman 2, on a SWBF2 2005, Marvel Ultimate déchire ce jeu. Putain, quand j'étais gamin, je jouais qu'à ce jeu. J'étais un pro. Bref. Et Mortal Kombat aussi, les classiques, j'ai envie de dire. Donc, comment je vais faire? Eh ben, je vais faire un order by. Je vais essayer de vous le trouver. Order by. Order by 1. Voilà. Order by. OK. Alors, sachant que vous pouvez remplacer le dernier plus par également un tiré. On va voir ce que ça nous donne. Ça, ça donne quoi? Ça nous dit, eh Coco, vous avez une erreur dans votre syntaxe SQL. Vérifiez manuellement que ça correspond bien à la version de votre serveur MySQL et que la syntaxe près du pourcentage est correcte à la ligne 1. Ça, dès que la base de données me jette, me throw, on dit en anglais, throwing error, elle jette des erreurs. Quand elle jette des erreurs, on sait que bah, la base MySQL, déjà, elle est faillible. Ça veut dire qu'on va pouvoir injecter du code malicieux, faire des SQL. Je recommence. Okay. Sauf que là, qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout à l'heure. Je rajoute un petit tiret. Ça dit quoi? Là, ça va. Ça a l'air d'être bon. Ça me met plus le message d'erreur en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va essayer de faire des attaques séquentielles
Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer de tester toutes les failles SQL jusqu'à que je trouve une erreur et que ça me donne soit un résultat, soit ça me donne ce qu'on appelle des clauses, c'est-à-dire que ça va me dire, écoutez, votre requête, on veut bien l'exécuter, mais la base de données là, elle a besoin de plus d'arguments. Ok? Donc, on va continuer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vous ai dit quoi? On fait ça. Sauf que on est parti de 1. Je vais essayer celle-là maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait toujours la même chose. Ok, faut pas se laisser abattre. Je continue. Je vais copier ma requête. Et maintenant, je vais incrémenter. Incrémentation en mathématiques, je rajoute 1. Ok? Ça marche pas. Je rajoute 1 plus 1, 2. Toujours rien. J'incrémente de 1. 2 plus 1, 3. Toujours rien? Pas grave. J'incrémente de 1. Ok? 3 plus 1, 4. Ah, intéressant. Il nous dit, dans l'ordre, dans la clause d'ordre, enfin une clause c'est comme en français en fait. Hein. Là, je lui ai demandé d'ordonner, d'avancer les données par ordre, et il me dit, il n'y a pas de colonne 4. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. Eh ben, s'il n'y a pas de colonne 4, qu'est-ce que vous en déduisez? Par guessing, par devinette. Eh ben, s'il n'y a pas de colonne 4, ça veut dire qu'il n'y a que 3 colonnes dans la table. OK? Donc maintenant que j'ai cette information, je sais qu'il n'y a que 3 colonnes. Qu'est-ce que je peux lui demander? Eh ben, je vais faire un union. Je vais demander une jointure sur la base, en fait, et je vais lui dire, maintenant tu me fais un union, donc c'est toujours en majuscule, et on va faire union, tu réunis, tu me fais un select, et je veux select quoi? Je veux les 3 colonnes. Colonne 1, 2, 3, tiret, tiret. Oh, là c'est intéressant. Là il me dit, écoute, il y a 2 titres et 3 revues, enfin 3 revues, 3 avis, 3 tests de jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Si je suis pas trop bête et je connais un petit peu la structure d'une base MySQL, je vois que la colonne 2 a un champ title, visiblement, puisqu'il y en a 2, et le champ 3, c'est review. Champ 2, champ 3. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux aller voir tout simplement la documentation. Parce que je suis un super technicien, voire même maintenant je commence à être un ingénieur. Je comprends tout à fait que je peux aller récupérer des données sur Internet. Et qu'est-ce que me dit ça? On me dit, bah écoute, une MySQL, une base de données, ça utilise le principe du schemata. C'est l'information schema. Je vous ai toujours dit, dans MySQL, contrairement à d'autres langages SQL, l'information schema, c'est la base de données d'information. Et ça, elle est contenue dans une table. Donc, un schéma, dans MySQL, c'est une base de données. C'est ce qu'on appelle la table schemata. Elle permet d'avoir des informations au sujet de toutes les bases de données qui sont contenues. Donc la schemata, c'est une table qui a ces différentes colonnes. Donc pensez comme un tableur Excel, il y a des lignes, il y a des colonnes. Là, on parle des colonnes. J'ai la première colonne, elle s'appelle catalogue name, nom du catalogue. Nom du catalogue auquel la base de données appartient. Cette valeur est toujours définie sur def. OK? Défini, l'abréviation de défini. Ensuite, on a le schema name, le nom de la base de données. On a le default character set name, c'est le défaut de caractère set, le jeu de données en fait par défaut de la base de données. Ensuite, on a le schema default collection. Donc ça, tout ça, c'est les paramétrages. Le collection, je sais même pas comment je le traduirai en bon français. Vous m'excuserez. Là, j'ai quelques lacunes. La collation, ouais, mais la collation, c'est quand tu manges. Il doit y avoir un terme plus adapté, mais vous m'excuserez. Le chemin SQL, la valeur est toujours définie sur nul.
et le default encryption, le moyen de chiffrement par défaut de la base de données. Cette colonne a été ajoutée à partir de la version de MySQL 8.0.16. Donc, tous ces noms de bases de données sont présents dans le show database statement. Donc, on peut faire une déclaration avec show database. Qu'est-ce que je vais faire? Tu me prends tous les noms de bases de données as, comme, qui s'appellent, entre simples côtes, base de données. À partir de là, tu m'extrais quoi? L'information schema. Ok? Il est où? Il est où? Il est où? Bah oui, c'est celui-là. Ok? Ce qu'on appelle le schemata. Inforschema.schemata. Donc là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, ça, je l'ai déjà vu quelque part. Ouais, en fait, ça, schemata, c'est rattaché à information schema. Je vous ai toujours dit en base relationnelle, on a les enfants, on a les parents. Ok, ça c'est l'enfant. L'enfant est toujours rattaché aux parents. Pourquoi? Parce que ça c'est une clé secondaire. Ça c'est une clé primaire. Donc, quand vous voyez information schema.schemata, on appelle une clé primaire qui est contenue, une clé secondaire qui est contenue dans la clé primaire. Je vais chercher schemata dans information schema. Ok? Ou bah, le nom de schéma, il s'appelle sauvage, wild. Une fois qu'on a fait ces requêtes, 3 lignes de requête SQL, on lui demande eh ben, le statement. Le statement, c'est quoi? C'est la déclaration. La déclaration, c'est quoi? C'est montre-moi la base de données dans son entièreté et entre crochets qui s'appelle wild. Qu'est-ce qu'on a fait avant? On a recherché le schema name qui s'appelait wild. Maintenant, on demande à la base de données de nous afficher toutes les données qui sont contenues dans la table, dans la base de données wild. OK? Donc ça permet en fait de jongler, hein. Vous voyez, c'est complexe, hein. C'est un métier, il paraît, d'être administrateur de base de données. Donc il va falloir apprendre, ça va prendre du temps. Vous allez être perdu, ça va être très compliqué. Si vous avez fait de l'ingénierie en informatique, ça va grandement vous aider. Après, n'oubliez pas que en tant que hacker, en tant que white hat ou black hat, ce que vous allez faire, vous allez exfiltrer les données. Le minimum, c'est de savoir se balader dans les tables, savoir sélectionner des tables, savoir sélectionner des bases de données et exfiltrer, dumper, dropper, si vous voulez détruire la base de données. Ça, il faut savoir le faire. On ne vous demandera pas d'administrer parfaitement une base de données, puisque ce n'est pas votre boulot. Il va falloir, par contre, savoir exactement l'architecture pour exploiter les failles et pour pouvoir exfiltrer les données. Donc, grosso modo, vous devrez connaître 50% du boulot d'un ingénieur qui est SGBD, qui est SysAd sur SGBD, qui est donc qui est administrateur de système de gestion de base de données. Et c'est 5 ans d'études. Donc, il va falloir vous accrocher, les gars. Mais rien n'est impossible si on veut. Donc, là, on voit que avec mes petites connaissances de technicien, j'arrive à faire le boulot, même si c'est beaucoup plus long, que ce qu'a fait en fait SQL Map. SQL Map automatise, mais là, je suis en train de vous montrer qu'on peut tout à fait faire à la main ce que fait SQL Map. Et je vais vous le prouver, on va continuer. Donc, j'ai vu qu'il y avait une colonne 2 avec des champs. Donc, on a review, on a title. Qu'est-ce que je peux en déduire? Eh ben, je vais sélectionner un et 2. Je vais demander un schema name et je vais lui demander d'aller requêter directement à partir de l'information schema data. Je vous ai des clés primaires, clés secondaires. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je veux quoi? Toujours, hop, je fais ma requête mal formée. On va voir en minuscule. Je préfère taper en majuscule, généralement ça passe mieux. Mais on va essayer en minuscule, on va voir. Select, donc quoi? Eh ben, un et 2. Je veux quoi? Je veux qu'il me recherche le schema name. Ah putain, j'ai fait entrer. C'est vraiment un blaireau. Je recommence. Alors attention, c'est des virgules.
avec des points, ça ne marchera pas. Et il faut que je tape bien, parce que c'est pareil, il y a une syntaxe. C'est ce qu'on appelle des langages typés. Et SQL est un langage typé. Si vous tapez from en minuscule, il ne comprend pas. Je veux quoi? L'information schema, je vous ai dit, clé primaire, clé secondaire. La clé secondaire, c'est schemata. Schemata, fin de l'instruction, point virgule. Et là, je fais quoi? Bah, je fais mon bypass. Hop, et hop. Entrée. Oh! On accède à la base de données alors que j'ai pas les droits. Tiens, c'est marrant ça. Donc, title 2, c'est tout le temps le title 2. Par contre, je vois là que visiblement, j'ai plusieurs bases de données. Enfin, en tout cas, soit plusieurs bases. Ouais, on a une, deux, trois, quatre, cinq bases. Vous vous rappelez que notre ami, lui, il a récupéré la base DB. Et dans la base DB, il y avait une table qui s'appelait post. Ok, il a énuméré toutes les tables et il nous a dit, mon gars, il y a une table user, il y a une table DB, je suis en train de faire des tests, est-ce que tu veux bien patienter, tout ça. Ok, donc là, visiblement, on a cinq bases. Il y en a une première qui s'appelle base de données d'information, une autre qui s'appelle DB, database, base de données, une autre base de données qui s'appelle MySQL, une autre base de données qui s'appelle performance, et une autre base de données qui s'appelle système. Ok, là on a droppé déjà, on a dumpé toutes les tables qui sont présentes dans la base de données. Donc là c'est assez intéressant. Maintenant, il faut qu'on continue parce qu'on n'a pas toutes les informations qui m'intéressent. Là, je triche un peu. Il aurait fallu que je fasse ce que je vais faire maintenant sur toutes les bases. Mais comme je vous l'ai dit, heureusement pour nous, SQL Map a défriché. Et il nous dit c'est là-dedans que tu dois taper, c'est là-dedans qu'est contenu le hatch, le mot de passe secret, et dans une table qui s'appelle post. Donc là, je vais passer par esprit de concision, j'ai envie de dire. Je vais pas tester toutes les tables, mais en théorie, c'est ce que je devrais faire. Mais là, je sais qu'elle est présente dans DB, donc je vais taper dans DB. Donc je continue. Ma requête SQL, je l'améliore. Là, qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux table name. Table name, c'est quoi? Bah, c'est le nom de la table. À partir de from, je veux quoi? Bah, l'information schema. OK? Underscore schema. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, eh ben, je ne fais pas ma clé secondaire qui s'appelle schemata. Je fais ma clé qui s'appelle tables parce que je veux toutes les tables. Et toutes les tables, je veux quoi? Où se trouve quoi? Eh ben là, la table schema. Alors, je sais que pour vous, ça peut être très compliqué au début si vous avez aucune notion de SQL, mais je lui demande quoi? Là, c'est ma dernière déclaration. Je veux que la table schema elle soit égale à DB. Parce que je veux rechercher toutes les informations dans la base de données qui s'appelle DB. Dans la table, pardon, qui s'appelle DB. Donc là, je vous ai dit des fautes. Il y a 5 tables présentes dans la base de données. Je me corrige, excusez-moi. Parce qu'une table et une base de données, ça n'a rien à voir. On peut avoir plusieurs tables dans une base de données. Par contre, vous ne pouvez pas avoir plusieurs bases de données dans une table. On se comprend? Et là, je fais mon échappant. Fin de l'instruction après DB, point virgule. Oh, cool. Donc là, il nous dit, eh ben, on a post et on a utilisateur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Deux tables contenues dans celle-ci, post et user. Est-ce qu'on pourrait pas trouver les utilisateurs d'abord et ensuite essayer de deviner ou de récupérer ben, les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se focaliser sur les utilisateurs. Je commence par user. Donc je reprends toujours union. Je veux quoi? Sélection 1, 2. Ok. Je veux quoi? Attendez, je vous dis pas de bêtises. 1, 2. Non, on va rester sur 1 pour l'instant. Là, je veux la table name. Ok. Je veux aussi des colonnes. Parce que maintenant, on parle en termes de colonnes.
ok. Colonne name. J'ai oublié un N, excusez-moi. Donc from dyslexique. À partir de quoi? Eh ben, toujours de l'information schema, le schéma d'information. Et le schéma d'information, cette fois-ci, ma clé secondaire, ça va être des colonnes. Ok. Ou, where, le nom de la table, table name, est égal à users. Ok. Fin de l'instruction. Bim, bim, bim. Alors là, il nous dit no columns. Donc c'est moi qui ai dû faire de la merde. Euh, ok. Donc là, ça nous dit quoi? Bah écoute, l'utilisateur est. Par contre, dans les colonnes, on a maintenant username, pwd, user, current connection, total connection. On dirait que on a plusieurs tables et il y en a qui sont intéressantes. Moi, laquelle m'intéresse? PWD. PWD, c'est quoi? C'est l'abréviation de password, de mot de passe. Donc, je vais récupérer, ce que je veux, c'est récupérer le mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais sélectionner le nom d'utilisateur, PWD, à partir de quoi? À partir de users. Comment je fais ça? Je fais une nouvelle requête. On va faire un union select one. Je veux quoi? Les usernames. Je veux quoi? Les passwords. PWD. À partir de quoi? From. Majuscule. Users. Fin de l'instruction. Et je crois qu'on est bon. Si je n'ai pas fait de bêtises. Donc là, on a une erreur. Et il nous dit erreur de syntaxe. Donc je me suis trompé quelque part. Moi, union. Select 1. Donc vous voyez, il faut le faire à la main. Ça prend du temps. Il faut bien taper vos commandes. Il faut connaître. Pas faire de bêtises. Euh, fin d'option. Yes! Là, qu'est-ce que je récupère? Eh ben exactement ce que nous a fait notre ami SQL Map. Vous voyez que lui, tout est automatisé. Mais on a bien notre H, agent 47. Là, j'ai quoi? J'ai mon agent 47. J'ai le H. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Deux possibilités. Vous n'avez pas un PC puissant. Eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez... Ouais, je vais pas l'acheter tout de suite, la voiture. On va attendre un peu. Plus sérieusement, vous allez voir H Analyzer en ligne. Après, je peux le faire. Je vais vous montrer deux trucs, en fait. Je colle mon H. Non, ça, c'est pas mon H. Je suis désolé. Ça, c'est mon H. Et là, indique que c'est du chat 256. Donc, c'est pareil. Vous avez un petit PC où vous êtes sur votre téléphone quand vous faites du pen testing. Bah, vous allez aller sur chat 256 décrypte. Et là, heureusement, il y a des serveurs qui vont, eh ben, vous l'encrypter et vous le décrypter.
Il a disparu, quoi. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux sites qui vous le font. Ça a l'air très vif le bousin. Si. Il nous le décolle gentiment. Et il n'y arrive pas, parce que c'est un gros blaireau. Son blaireau sérieux, quoi. No conversion available. Mais toi, il y a des sites, ils servent à rien. Sérieux, il est où celui que j'utilisais? Je suis un peu dégoûté là. Bon, vas-y, on va voir ça. Sur GitHub, input, online. Eh non, il me fait un decode, espèce de bâtard. Ok, il veut pas. Putain, ils ont décidé de me faire chier. Ah, ça c'est mon copain que je voulais. J'aurais dû le prendre. J'avais oublié. Décrypter. Lui, il marque bien. Voilà. Vidéo gamer. Le H chiffré. Mot de passe. Vidéo gamer 1, 2, 4. Donc ça, c'est en ligne. Vous voyez qu'en ligne, sans payer, vous pouvez déjà faire pas mal de choses, hein. Faire du brute force. Sur du H, c'est possible. J'ai rien payé. Ça marche. C'est magnifique. C'est merveilleux. Ok. Mais nous, on est des hommes. Et j'ai un gros PC. Et pas que. Je veux rester poli. Plus sérieusement, on va utiliser John the Ripper. Et on va le péter. On va le péter. Je pourrais utiliser H4 avec ma carte graphique. Mais voilà. Et si vous avez un petit PC, comme ils vous disent, eh ben, vous pouvez déployer une VM Kali. Et bien sûr, vous inquiétez pas, si vous avez un compte VIP ou pas, bah, il y a de grosses machines qui sont là pour décoder des mots de passe sur TryHackMe. Donc moi, très souvent, même quand j'ai envie de ne pas faire chauffer mon PC portable, je vais directement sur la VM et je m'en sers pour craquer des mots de passe. Et autant que ça serve. Donc plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se servir cette fois-ci de voir comment décrypter tout ça, en grosso modo, en local. Et avec notre ami H, H4, pardon, John the Reaper. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va se faire? C'est ce qu'ils nous disent. On va traduire un peu. On va fermer burp, on n'en a plus besoin. Merci, au revoir. Et il nous dit, bah, John the Ripper, qu'on appelle JTR, c'est, je vous l'ai déjà donné, ah, vous irez voir eh ben, mes vidéos ou pas, c'est vous qui voyez. Et bah, c'est un cracker en fait hein, de mot de passe qui est libre et en open source. Donc voilà, j'ai déjà fait des cours dessus, je vais pas m'étaler, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser le hash comme on sait le faire, puisque je vous ai donné des cours sur John the Ripper. On va créer un fichier qui s'appelle hash.txt qui contient un hash, mais là, on peut faire une liste, mais là, il y aura qu'un hash. La word list qu'on veut péter pour déhacher le hash. Et quand on déhache le hash, on trouve quoi? Le mot de passe et le format. L'algorithme utilisé, on a vu que c'était du row SHA-256. Et ben c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais aller stocker le hash. Hop là, je clear. Je fais quoi? Je fais un sudo nano hash.txt. Fait, je copie mon hash. Ah, putain. Je copie mon hash. Je reprends. Copier. Je sauvegarde. Ok.
Maintenant, on va lancer notre attaque. Donc, comme on l'a dit, il me faut, il me faut. Je vais déplacer mon fichier sudo. Putain, il faut que je fasse du nettoyage. J'ai jamais fait ce truc de la dernière fois. C'est pas grave. Sudo mv, je déplace le h.txt, ok, et je le déplace vers où? Vers wordlist. Non, reste gentil, vers wordlist. Voilà. Je vais dans wordlist, et là j'ai mon h et j'ai mon ratio.txt. Je vais me servir des deux. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais John pour appeler John. Ensuite, je lui ai dit quoi? Bah, je veux que tu chopes, pardon, h.txt, ok. La wordlist, je crois que je peux même tirer W ratio, voilà, ça sera plus court, on va pas se prendre le chou. Et le format, en gros, donc là, vous voyez, j'en monte un, R majuscule, O, et chat 256. Parti. Qu'est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qu'il veut pas? Pourquoi tu m'emmerdes? Invalide UTF sim reading? Comment ça? Ce que j'ai fait? Chat 256, c'est bien ça. Je vais mettre Wordlist, assurer que c'est pas ça qui pose problème. Bloc tout le temps. Il l'a déjà trouvé, tu vas me dire. C'est pas possible. Donc on va voir John H.txt. Euh... Oh putain, j'ai oublié comment on appelle ça. On va le laisser tourner.
Donc, on a Donc vous pouvez tout à fait le faire via John the Ripper. Je vous redirigerai vers mes vidéos. Donc là, on va se connecter, hein. On a maintenant notre mot de passe 114.56. Donc sudo SSH, pardon, agent 47 10 10 114 56. Yes. Présente quoi? Vidéo de Ok, on est connecté. Parfait. Donc, ok, on va un peu les doigts. On n'est pas sudo. Donc, il va falloir qu'on feinte et qu'on fasse notre escalade de privilèges. Donc, comment on peut se faire ça tranquillement? On va aller lancer, je pense, l'InPlease et détecter en fait les failles qu'on a. Déjà, on peut récupérer, ouais, je suis sûr qu'il est là. Notre flag, histoire d'être bien. Parfait. Oui, non, oui, bonjour. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi il veut pas le copier, j'adore. Oh, coucou, réveille-toi. Ah putain, je sais pas qui c'est. Putain. Ok, nickel. 60%, il nous reste 1 heure, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un petit peu et se connecter via notre reverse SSH. Donc, comment on peut faire ça? Moi, je me suis connecté à la machine euh, en SSH classique. On va voir le principe du reverse SSH. Le tunneling, comme on l'appelle. Donc la redirection de port SSH inversé spécifie que le port donné sur l'autre du serveur distant doit être transmis à l'autre et au port donné du côté local. -L, donc c'est tunnel local. Donc vous, et ça c'est le client. On est d'accord, user, network, il y a le pare-feu, et on se connecte au serveur. Et bien là, on va le faire via notre reverse SSH. Donc, on peut faire un SSH 9000 sur ImageGur, port 80, user, exemple. Là, par exemple, on va aller au localhost sur notre machine, le port 9000, qui chargera le trafic d'ImageGur en utilisant un autre serveur, en fait. On va contourner. Et R, c'est un tunnel distant à l'inverse, c'est reverse. C'est de moi au client, alors que là, c'était du client vers moi. Vous trouverez votre trafic vers l'autre serveur pour que d'autres personnes puissent le voir. Similaire à ci-dessus, mais en sens inverse. Nous utiliserons un outil appelé SS pour étudier les sockets fonctionnant sur un node. Si nous exécutons un SS tulp, ça nous dira quelles connexions sockets sont en cours d'exécution. T, afficher les sockets TCP. U, afficher les sockets UDP. L, afficher les listening, prise d'écoute. P, les processus du socket. Et N, ne pas résoudre les noms de service. Combien de sockets TCP sont en cours d'exécution?
Donc, donc, on voit qu'il y a des ports qui sont en cours d'exécution. On a le 127, on a le 10 000, le 22, le 80. Ça, c'est les ports locaux et connectés à distance. Donc, combien on en a? On a 2 UDP, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 TCP. 5 et 2, 7. Bon, incorrect. Donc, c'est quoi? C'est 6 s'ils parlent du principe qu'ils sont tous en écoute? Ah, je comprends pas. Combien? Ah, en TCP. Pff, je suis fatigué, pardon, excusez-moi. Combien en TCP? Bah, 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi. Donc, on va voir qu'on a un service fonctionnant sur le 10 000. Il est où? Il est là. Et qui est bloqué via une règle de pare-feu de l'extérieur. C'est pour ça que si vous faites un scan sur la machine, je vous l'ai pas dit au début, mais on n'a que deux ports ouverts et on voit pas les autres. Pourquoi? Parce que ils sont bloqués par le pare-feu et il fait son boulot, ce qui est normal. Donc, on va voir au niveau du pay table. Ok. Hum, Bon, enfin, chaud déjà. Parce que c'est un vrai bordel les pay tables. Ouais, il nous faut qu'on soit en route. Donc là, ça craint un peu, on est un petit peu bloqué. Mais bon, on va se choper Winpeas et on va se l'héberger et puis on va se faire ça. Voilà, voilà en plus. Ouais, line.sh il est là. Donc je vais faire un sudo Python, je vais m'héberger mon petit serveur. Et nickel, on va récupérer le fichier line.sh, l'adresse de ma machine. On a dit que c'était sur quoi? Sur le port 8000. Ouais, pardon.
Donc, il récupère le bazar. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se l'exécute. On va se prendre chmod 777 ligne slash. Et là, eh ben, il va détecter toutes les failles. On va le laisser tourner tranquillement. Donc, on est bien connecté comme le vers 7. C'est une machine virtuelle, il nous dit. Donc, je vais le laisser tourner et on va voir ce que ça dit. Donc, il y a plein de trucs intéressants. Ça a l'air. Il nous récupère des passwords. Secret. Hmm, Passe VD. Là, il nous recherche tout ce qui est password. Et on a du MySQL. On a des adresses IP. Hmm, On a des haches du root. Hmm, Ça peut être sexy. On a du fail to ban, où on récupère les mots de passe. Bash en 47 dans Bash RC. Et on a du root au niveau de fail to ban. Donc ça, on peut sûrement les exploiter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ports réseau. Je vais voir les ports réseau. Là, c'est intéressant. On voit qu'on a WebAdmin qui est installé sur la machine. On a notre route. Qui est connecté au système. On a des clés de chiffrement.
Donc s'il y a web admin, c'est sûr que on doit avoir des ports qui sont configurés pour le web admin. Webmin, pardon. Hum, Donc avant qu'on continue, euh, faut que je vous explique, en tout cas que je vous explicite, qu'est-ce que ce qu'on appelle le tunneling. Donc le SSH tunneling, redirection de port SSH. Donc il y a un très bon site, ssh.com, que je vous conseille, et il faut vraiment que bah, on assimile cette fonction pour comprendre ce qu'on va faire ensuite. Donc la redirection de port SSH, c'est quoi? Bah, c'est un mécanisme de SSH par tunneling des ports d'application de la machine client vers la machine serveur, front-end to back-end, et vice-versa, back-end to front-end. Ça peut être utilisé pour ajouter du chiffrement aux applications héritées, passer par des pare-feux, et certains administrateurs système ou professionnels de l'informatique l'utilisent pour ouvrir des portes dérobées dans le réseau interne à partir de leur ordinateur personnel, à des fins d'administration, pas pour aller pirater leur employeur, naturellement. Mais il peut également être utilisé de manière abusive par des pirates, des logiciels malveillants, pour ouvrir l'accès d'Internet au réseau interne, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le transfert local. Le transfert local est utilisé pour transférer un port de la machine cliente vers la machine serveur. Fondamentalement, le client SSH écoute les connexions sur un port configuré et lorsqu'il reçoit une connexion, il tunnelise la connexion vers un serveur SSH. Quand on dit tunnel, tunnelise, on parle de connexion chiffrée. À partir du moment où vous êtes dans un pipe, dans un tunnel, vous utilisez une connexion chiffrée. J'utilise mon Tune 0 pour me connecter en OpenSSH. J'utilise un VPN, j'utilise une connexion donc qui est chiffrée. Le serveur se connecte à un port de destination configuré, éventuellement sur une machine différente du serveur SSH. Donc les utilisations typiques de la redirection de port local incluent des tunnels de session et de transfert de fichiers via des proxys, des serveurs de saut, ou qu'on appelle aussi jump server, se connecter à un service sur un réseau interne depuis l'extérieur, et la connexion à un partage de fichiers distants via Internet. Donc je vais vous ouvrir ça. De nombreuses organisations pour tous les accès SSH entrants, il y a un seul serveur de saut. Le serveur peut être utilisé comme une machine Unix, Linux standard, généralement avec un renforcement supplémentaire, un IDS, une détection d'intrusion et une journalisation, log event en anglais. Et il peut s'agir d'une solution de serveur de saut commercial. Vous pouvez payer des fameux serveurs de saut. Donc les serveurs de saut, bah là, ok, ils nous mettent le lien, mais ils nous expliquent pas ce que c'est. Grosso modo, ce sont des proxys, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'application SSH client se connecte via un tunneling, c'est chiffré. À quoi le client se connecte au serveur et accède à un AS, un application server, un serveur applicatif. Ok? Donc, on va passer tout ça. Il y a différents types de chiffrement, mais tout ça repose sur la technique du TCP Port Forwarding, la redirection de port TCP. Et pareil, quand vous allez attaquer des machines qui ne sont pas sur le réseau local, qui sont pas en 192, 168 quelque chose, donc en classe C, et que vous attaquez une machine distante, il va falloir faire des ports, des redirections de ports via différentes applications et pour pouvoir justement attaquer les machines distantes, puisque vous n'êtes plus sur votre intranet, vous n'êtes pas sur votre réseau local de votre box, vous attaquez un serveur à distance, que ça soit un téléphone, une tablette, un serveur ou un PC. Il va falloir apprendre la redirection de port. C'est vraiment important. Mais revenons à ce qu'on disait.
De nombreux serveurs de saut permettent la redirection de ports entrants. Une fois la connexion authentifiée, une telle redirection de port est pratique car elle permet aux utilisateurs avertis d'utiliser des ressources internes de manière transparente, comme si elles étaient connectées à Internet. Par exemple, ils peuvent rediriger un port sur une machine locale vers le serveur web intranet de l'entreprise, vers le port IMAP par exemple d'un serveur de messagerie interne, vers les ports 445-139 d'un serveur de fichiers local, SMB, vers une imprimante, vers un référentiel de contrôle de version, ou presque tout autre système qui est présent sur le réseau interne. Seul le port est tunnelé vers un port SSH sur une machine interne. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Dans OpenSSH, la redirection de port local est configurée à l'aide de l'option Grand L. SSH Grand L, port 80, nom de domaine intra-exemple, redirigé vers 80 vers le nom de domaine gvwexemple.com. Cet exemple ouvre une connexion sur gwexemple. Ok. Donc c'est un serveur de saut et transfère toutes les connexions vers la machine locale port 80, intraexemple.com. Ok. Par défaut, n'importe qui, même sur des machines différentes, peut se connecter au port spécifié sur la machine client SSH. Cependant, cela peut être limité au programme sur le même hôte en fournissant une adresse de liaison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre cette fois-ci le loopback sur le port 80 d'intranet-exemple.com et se servir du saut gwexemple.com. Le local forward, c'est une option dans le fichier de configuration du client OpenSSH qui peut être utilisé pour configurer le transfert sans avoir à spécifier en ligne de commande. Donc c'est pareil, dans OpenSSH, on peut utiliser le 80-80, d'accord? Donc tout ça, ça permet d'établir des connexions entre des clients ou des serveurs SSH via OpenSSH ou via SSH en modifiant les fichiers SSH config, le fameux gateway port, est-ce qu'on veut autoriser les passerelles à utiliser les ports ou pas? Là, cela empêche la connexion au port transféré depuis l'extérieur de l'ordinateur du serveur. Si on fait un gateway port yes, cela permet à quiconque de se connecter au port transféré. Si le serveur est sur l'Internet public, n'importe qui sur l'Internet peut se connecter à ce port. Et on peut définir des adresses IP spécifiques, naturellement, qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas. Donc là, dans cet exemple, seules les connexions à l'adresse IP 52.194.1.73, qui est ici, sur le port quoi? 2.80.80, elles sont autorisées. OK? Donc, ça permet aussi d'ouvrir des portes dérobées dans l'entreprise. La redirection de ports SSH à distance est couramment utilisée par les employés pour ouvrir des portes dérobées, mais pas malignes, bénignes, pour le bon fonctionnement et le sysadmin. Par exemple, l'employé peut configurer l'obtention d'un serveur de niveau gratuit Amazon AWS et se connecter du bureau à ce serveur en spécifiant le transfert à distance d'un port sur le serveur vers un autre serveur ou une application sur le réseau interne de l'entreprise. Plusieurs transferts distants peuvent être spécifiés pour ouvrir l'accès à plusieurs applications. L'employé sera également défini dans le getPort, comme on a vu sur IS, et ça permettra donc à tous les employés qui n'ont pas l'adresse IP fixe à la maison de ne pas se connecter au serveur. Donc en fonction qui a le droit, qui n'a pas le droit, et on va se baser sur les adresses IP fixes des employés à la maison, donc de leur adresse publique, pas de leur adresse privée, puisque les adresses privées, c'est sur le réseau local. On n'en a rien à foutre. Par exemple, la commande suivante ouvre l'accès à une base de données Postgres interne sur le port 4000 5432, spécifié ici. On a le Postgres via un serveur de saut Amazon, AWS Domaine 4, et qui se connecte quoi? Via un port en local 22, et sur la machine haute, ça sera en 2022. Donc moi, je me connecte grâce à mon port local 2022. Je vais me connecter à une machine en SSH port 22 classique, mais je vais passer par un saut, un serveur de rebond sur
ce port qui va me permettre de me connecter sur le même port 5432 à la destination finale, qui est une base Postgres de données sur le domaine nycexample.com, etc., etc. Je vous mettrai toutes les ressources, j'ai pas envie de tout vous lire, même si on a quasiment fini. Tout ça pourquoi? Pour nous dire qu'on a vu tout à l'heure qu'on ouvrait, on avait un port sur le port 10 000. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va jouer. On va dire, ok, pas de souci. Tu me connais en SSH, mais cette fois-ci, je veux que tu sois en écoute. Sur mon port, je te mets mon adresse local, le localhost, sur mon port en local en 10 000. Et tu vas te connecter à la machine distante sur le port 10 000 également. Et tu vas utiliser, comme d'habitude, le username, l'adresse et l'adresse IP. C'est ce qu'on va faire, on va voir ce que ça nous donne. On a vu qu'on avait un webmin qui était ouvert. On a détecté, on a vu que dans Searchploit, eh ben, il y avait un paquet de webmin et il y a une faille qu'on va vouloir utiliser, on va se servir de celle-ci. On va faire un edit CGI directory transversal via quoi? Bah via Metasploit. On va voir comment l'exploiter. Donc, allons-y. Donc c'est la 21. Allez. 851. Je l'avais vu tout à l'heure. 21 851. Voilà, pardon. Pardon, excusez-moi, je me perds. C'est la 180 dont on parle. Donc, ben, on va utiliser ça, tout simplement, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on va mettre en place notre tunneling via SSH pour se connecter à la machine. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais faire ce qu'on a dit. On a vu qu'on avait un port ouvert sur la machine. Je me suis déconnecté. Tout à l'heure, je me suis connecté en SSH classique. Là, je lui demande un listen port. Je veux que sur ma machine, eh ben, il y ait le 10 000 qui soit ouvert. Je veux quoi? Que ça soit rerouté vers mon local host, ma machine, hein, en local, vers l'autre port qui est ouvert sur le serveur que je connais et qu'on a vu tout à l'heure. On savait que le pare-feu avait un port filtré sur le 10 000. Eh ben, qu'est-ce que ça va nous permettre? De contourner le pare-feu sur le port 10 000. Et je veux quoi? Je veux me connecter en tant qu'agent 47. À quoi? Eh ben, notre adresse IP. Pardon, j'ai merdé. Donc, j'ai redémarré la VM. L'adresse a changé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'adresse IP est différente. Ok. Vous vous rappelez de notre mot de passe? C'était Videogames 124. Je vais vérifier et je vais quand même m'assurer de mon port en local. Quoi. Je vais faire un sudo ufw allo 10 000 pour être sûr d'être tranquille. Ok. Donc la règle de mon pare-feu est mise à jour. Je vais vérifier le mot de passe parce qu'il semblerait que je me sois embrouillé les pinceaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Vidéo gamer, ok, autant pour moi. Ok, on est connecté via un tunneling SSH, qui n'était pas le cas la dernière fois, parce que là, on a un reverse tunneling. Avant, on était en tunneling, entre guillemets, classique. Qu'est-ce que je peux faire maintenant grâce à cette bidouille? On a vu qu'on a ouvert le port 10 000 et que
Eh ben, agent 47 sur cette machine-là, if config, lui aussi, on peut faire un let's start. Il y a le port 10 000 qui est ouvert. Quelque part. Hop, hop, 3072, on peut faire un honte. Excusez-moi. Voilà. On a notre port qui en écoute sur le 10 000, sur cette machine, sur la mienne aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un reverse tunneling. C'est ce qu'on a vu là. Pour faire quoi? On sait qu'on a le 10 000 qui est filtré par le pare-feu. Et ben, je lui ai demandé un reverse SSH tunnel. Moi, c'est mon ordinateur. Bam, je veux me connecter sur le port 10 000, je suis bloqué. Il y a le pare-feu. Qu'est-ce que je fais? Je fais un reverse SSH tunneling. Je passe par mon routeur. Mon routeur ouvre une nouvelle passerelle. Le routeur, c'est une passerelle. Et il se connecte directement au host, le serveur où est agent 47 en SSH. Il contourne le pare-feu grâce au reverse SSH tunnel. Le port 10 000 qui était filtré n'est plus filtré. Je l'ai contourné. Je viens de contourner le pare-feu en faisant cette technique. Et on va voir si on peut atteindre tout simplement notre machine. Localhost. J'ai dit quoi? J'ai dit que je faisais tourner mon port 10 000. Ça dit quoi? Ah ouais, il y a bien un serveur qui tourne, visiblement sur mon port 10 000. Cool. Et ben voilà, on a bien forwardé, on a fait du port forward. On peut maintenant, eh ben, comment dire, sniffer, se connecter au port 10 000 de notre machine Kali Linux et on a tous les ports qui sont redirigés vers le port également 10 000 de la victime. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, en SSH, on a fait quoi? On s'est connecté avec agent 47. Le mot de passe, c'était quoi? Je vous l'ai dit. C'était vidéo gamer 1, 2, 4. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Là, on vient de contourner le putain de pare-feu de ce serveur qui nous baisait la gueule. Et on voit bien qu'il y avait une faille sur le web admin en 1.5.8.0. On vient d'exploiter la faille, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on a vu qu'on pouvait exploiter la faille via un MetaTrader Metasploit. Utiliser un module qui est présent dans le framework et qui va nous donner un shell. Mais là, on peut déjà vous montrer qu'on contourne le pare-feu. C'est le file manager. Là, on a un file manager. Je vais ouvrir le file manager. Qu'est-ce que vous voyez là en bas? Regardez ici. Regardez ici, bougez pas vos yeux. Quand je vais là-dessus, ça va sur localhost file. Donc il y a un truc file. On est d'accord. Je suis en train de faire du guessing, du fuzzing. Ok? Là, ça dit quoi? Il nous dit que j'ai besoin de Java. Bah ouais, je bloque Java parce que Java, il te pirate. Mais qu'est-ce que je peux faire? On a vu qu'on a un fichier à la base show CGI. Ok. Show.cgi. Il nous dit qu'il n'y a rien là-dedans. Mais si ça, c'est la racine du serveur, bah, il y a peut-être un ETC, il y a peut-être un pass VD. Et là, je fais quoi? Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire deux types d'attaques. Il va falloir que ça rentre bien dans vos têtes. J'ai fait une attaque OS command. J'ai exécuté des commandes Linux sur un opérateur distant via une RTE. C'est ce que je viens de faire. Je lui ai demandé d'afficher ETC pass VD. Là, il me fait un LS sur passe VD. Il me l'affiche. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire une LFI, une locale
file inclusion. Je me suis baladé dans des répertoires et je lui ai demandé de m'afficher. On revoit toutes les notions qu'on a vues ensemble. J'espère que maintenant c'est clair dans votre tête. Si c'est pas le cas, bah continuez à bosser, allez pirater des machines, revoyez les concepts de LFI, revoyez les concepts d'injection, d'attaque command injection, OS command, et j'en passe, et des meilleurs. Qu'est-ce qu'on voit? Bah on voit qu'on accède au pass VD. Pass VD nous donne, en fait, grosso modo, accès aux tous les utilisateurs qui sont dans dans le système Linux, sur le serveur. Et on retrouve notre argent 47. Mais là, si on est assez malin et qu'on a envie de niquer le système, si là on peut se balader dans PassVD, peut-être qu'on peut se balader dans d'autres arborescences. Est-ce que je peux aller dans route? Ok. Dans route. Route, c'est quoi? C'est le home de route. Comment s'appellent les flags sur Try Hack Me? Les flags, ils s'appellent soit user.txt et ils sont quoi? Eh ben, ils sont dans, bah là, ça serait home, adjent 47, user.txt. Il n'y a pas, soit, bon, on s'en fout, on l'a déjà récupéré. C'est juste pour que ça vous parle. On l'a déjà récupéré, on s'en fout. On a vu que le flag, c'était ça. Ok? Et il s'appelait en effet user.txt et il était dans home agent 47. Bah, je vais faire pareil pour route. Pour route, ça veut dire quoi? C'est pas parce que là, on est bloqué que ça peut pas marcher. On sait qu'il est dans le route du home. Le route du home, il est dans etc route. Et on a quoi? Bah, on a peut-être un fichier qui s'appelle route.txt, simplement, en fait. Et là, on n'y accède pas. Donc là, je suis bloqué, je suis un peu de la baisse. J'ai rien dit. Pardon, excusez-moi. C'est pas dans etc, il est à la racine. Je vous montre hein, ce que je suis en train de faire. C'est peut-être du chinois. On va revenir. Tous les Linux ont la même architecture. Je vais à la racine de mon serveur. Là, c'est mon client, c'est mon Kali Linux, mais c'est comme un serveur. Qu'est-ce que je fais? Je fais ls. Qu'est-ce que j'ai à la racine? J'ai un truc qui s'appelle root. Ouais. Et dans root, j'ai quoi? Ok. Donc il va falloir que je passe SU. Ok. Ok. C'est des routes. Maintenant que je suis route, je peux y aller. Et bah, qu'est-ce qu'il me dit? T'es dans quoi? T'es dans route, mon gars. Mais route, parce que je suis route, c'est quoi? C'est vaguelette. Donc je suis dans quoi? Je suis dans l'équivalent de home saltimbanque. Sauf que c'est plus saltimbanque, c'est route. Donc le home de route, il est dans quoi? Et bah il est dans route en fait. C'est un autre répertoire. Et là on a quoi? Bah là j'ai mes répertoires. J'ai mon workspace, j'ai Sniper, j'ai des applications, j'ai tout ce qu'utilise route. Mais moi, les trois quarts du temps, j'utilise pas route. Je fais des élévations de privilèges avec sudo, mais sinon, je me connecte en tant que quoi? En tant que saltimbanque. Donc là, on voit bien que PWD, eh ben là, on va lui demander d'afficher route.txt qui est notre flag route. Et il est présent où? Eh ben, il est présent à la racine de route. Donc là, je fais quoi? Je vire le TC parce que je me suis embrouillé, je vous parle et je me distrais. Route. Est-ce qu'il y a un fichier route.txt qui est présent dans route? Ben voilà, on a notre flag. On n'a même pas besoin d'utiliser Metasploit. C'est pas beau ça? C'est quoi le flag? Ça? C'est ça.